Bonjour à tous, je suis Benoît Huot, j'espère que vous allez bien. Je désire vous souhaiter la bienvenue à l'édition d'automne du clavardage d'Équipe Canada. On est vraiment heureux et content de vous voir tous ici et on est emballé également d'être que vous soyez avec nous et je suis heureux d'être votre animateur pour cette séance bien spéciale de clavardage en direct aujourd'hui. Cet automne, nous lançons officiellement le parcours vers les Jeux olympiques et bien sûr les Jeux paralympiques qui se disputeront à l'été 2021 maintenant. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver en route vers pas Pékin. Pékin, ça va être là en 2022, mais vers Tokyo, bien sûr, en 2021. Alors, pour les 45 prochaines minutes, nous allons vous parler de ce que ça signifie d'être des champions. On va entendre un panel incroyable d'athlètes à propos de l'importance du leadership, du travail d'équipe et de la communauté. Et on désire aussi vous entendre pour savoir comment vous aimez cette séance de clavardage. Alors, on va pouvoir échanger les uns les autres. Ça va être super agréable. Alors, oubliez pas, lorsque vous avez des questions, que vous avez envie de partager vos commentaires, on peut le faire par les médias sociaux en utilisant le mot-clic #soit un champion, soit champion, pour être plus simple, puis on va être capable de retracer les différents messages et les questions que vous posez à nos athlètes avec les différents commentaires. Vous pouvez aussi poser vos questions, c'est super simple, soit dans l'onglet plus bas, si vous regardez en ce moment sur Facebook, ou sur les messages dans les commentaires sur YouTube. C'est différentes façons qu'on peut rejoindre nos athlètes aujourd'hui. Aujourd'hui, je me présente, moi c'est Benoît Huot. J'ai eu le privilège de participer à 5 Jeux paralympiques en paranatation et ça a été une super carrière. Maintenant, je suis à la retraite sportive, mais j'aime encore une fois rester engagé et impliqué dans le sport, dans différentes initiatives pour aider la relève, mais également pour faire la promotion des saines habitudes de vie. Et j'aimerais également inviter nos athlètes, parce qu'on est très chanceux aujourd'hui. On a la chance d'avoir un panel des athlètes qui ont eu une grande carrière sur la scène internationale dans différents sports et ils vont pouvoir échanger avec nous aujourd'hui. Je sais que certains d'entre eux sont un visage familier parce que vous avez eu la chance d'échanger avec eux différentes activités du clavardage d'Équipe Canada lors des 4 dernières semaines. Mais j'aimerais aussi qu'on prenne le moment pour qu'ils se présentent les uns après les autres, qu'ils puis nous disent un petit bonjour. Ce sont bien sûr d'excellents athlètes olympiques et paralympiques qui sont avec nous. Alors, on va débuter aujourd'hui. On commence avec Kim. Allô Kim, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va super bien. Alors Kim, dis-nous un petit peu d'où tu viens, c'est quoi ton sport, où tu te trouves présentement? Moi, je viens de Montréal, je suis née à Montréal, puis en ce moment, je me retrouve à Toronto au Centre national. Puis je fais de l'athlétisme, je suis une sprinteuse, je fais du 200 mètres et parfois du 400 mètres. Super, excellent, Kim. Et présentement, l'entraînement va bien, t'as pas trop de blessures, mentalement, ça va quand même bien, sachant que c'est une année un petit peu différente, mais tu te concentres dans les prochains mois pour la préparation, pour les qualifications, les sélections, puis potentiellement les Jeux de Tokyo? Oui, ça va bien. On est dans la saison de base où ce qu'on fait beaucoup de volume et où ce que tous nos muscles nous font mal pendant vraiment longtemps, puis on est raqué. Donc, ça va super bien. C'est sûr que il y a des imprévus, puis on ne sait pas encore comment que notre saison va se passer, mais on garde le focus et le cap sur les Jeux olympiques. Génial. Bon, on te souhaite la meilleure des chances, Kim. On va te revenir dans quelques instants pour Merci. d'autres échanges. Merci, Kim. Alors, notre deuxième athlète qui est avec nous aujourd'hui est un Olympien en ski acrobatique, Vincent Marquis. Salut, Vincent. Salut Benoît, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Alors, toi, Vincent, parle-nous un peu de ton sport, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Présentement, je suis à Québec. Je suis originaire de Québec et je suis dans ma deuxième carrière. Moi, je suis, comme toi, retraité. J'étais dans le ski acrobatique Labosse, comme Michael Kingsbury, qu'on connaît peut-être un peu plus du moment. Fait que j'ai participé aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Puis c'est là que ma carrière sportive s'est arrêtée. Puis par la suite, j'ai entrepris une carrière là, comme physiothérapeute. Puis je suis présentement justement dans ma clinique à Québec où je vais commencer ma journée de travail tantôt. Je voulais peut-être aussi m'introduire en partageant un petit peu, je voulais partager avec les gens un petit quelque chose, une histoire que je n'ai pas souvent racontée. Je voulais leur montrer mon porte-bonheur quand je faisais du ski, qui se trouve être un petit ruban juste ici que je mettais à ma botte, que j'avais aussi aux Olympiques. Ça, c'est un petit album, là, souvenir que je me suis fait, donc, à ma botte aux Olympiques. Ça, c'est un petit ruban avec un de mes amis quand j'avais 16 ans
qu'on avait comme partagé, puis l'un envers l'autre, on se donnait de la force comme ça avec notre petit ruban. Puis ce ruban-là, je l'ai traîné là, dans mon parcours d'athlète d'une botte à l'autre jusqu'aux Olympiques. Puis chaque fois que je regardais ma botte là, avant de faire mon départ, là, je savais que ça me donnait un peu le sentiment que je n'étais pas tout seul là-dedans, puis qu'il y avait une équipe derrière moi, puis que j'étais supporté, puis j'avais l'énergie de tout le monde avant de descendre. Hey, c'est vraiment très cool ça, Vincent. Merci de partager ça avec nous, hein, parce que c'est important. On a tous des façons de faire ou des superstitions, disons. Puis est-ce qu'aujourd'hui, bon, tu es plus athlète, mais est-ce qu'il y a un porte-bonheur ou quelque chose qui t'accompagne encore aujourd'hui, soit au travail ou soit avec ta famille? Est-ce que tu utilises encore un petit peu ça ou tu fais des approches un peu différentes, mais pour que, disons, je sais pas moi, les choses aillent bien? Parce que je pense que c'est pour ça qu'on a un porte-bonheur, hein? Ben, ce porte-bonheur-là est encore sur ma botte, fait qu'il est encore utilisé avec moi. Sans avoir de porte-bonheur, tu parlais de routine, des fois, des choses que les athlètes ont, qui font dans leur carrière. Ben, on dirait que j'ai un peu cette routine-là de vie. On dirait que je fais un peu tout le temps les mêmes choses quand je me lève le matin, quand je pars pour travailler, quand j'arrive au travail. J'ai vraiment mes routines que j'ai probablement développées quand j'étais athlète. Puis ça, je l'ai transporté dans ma nouvelle carrière. Hey, fantastique. Mais merci, c'est bien gentil, Vincent. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de partager ces beaux moments, puis on va te revenir dans quelques instants. Notre troisième athlète est un athlète en para-athlétisme. Son nom, c'est Guillaume Ouellette. Salut Guillaume! Salut tout le monde, salut Benoît, ça va bien? Alors, oui, ça va bien, merci, hein, content de te retrouver. Alors Guillaume, explique-nous un petit peu quel est ton sport, quelle est la distance que tu pratiques également et où tu es en ce moment avec ta famille, bien sûr. Oui, en fait, moi, tout comme Kim, je fais de l'athlétisme, dans mon cas du para-athlétisme, mais l'athlétisme, c'est comme une grande famille de sports, de courses, de lancers, de sauts. Dans mon cas, je suis un athlète de longue distance, donc je cours mon épreuve principale, c'est le 5000 mètres, donc le 5 km. Puis j'habite à Victoriaville depuis plus de 10 ans. Je m'entraîne beaucoup ici, mais aussi à Québec, là où j'ai grandi. J'ai grandi à Québec. J'ai encore un certain attache à Québec. Puis j'ai 2 enfants. J'ai une petite fille qui s'appelle Anne-Laurie. Elle va avoir 3 ans bientôt. J'ai aussi un grand garçon de 6 ans qui est en première année. S'il est à l'écoute, je le salue. Il s'appelle Alex-Antoine à l'école Saint-David à Victoriaville. Donc, c'est un peu ça ma vie présentement. Je m'entraîne beaucoup, plus à la maison comme la situation l'exige. Donc, c'est un peu ça ma réalité présentement. Fantastique, mais merci hein, Guillaume, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. On dit allô à tes enfants qui doivent également, puis pour nos amis qui nous écoutent aussi, se préparer pour l'Halloween. Ça s'en vient, hein? C'est dans quelques jours. Alors, je suis certain que les déguisements doivent se préparer, hein, Guillaume, chez toi? Oui, tout est prêt. On est allé justement, ce matin, j'étais allé avec ma petite fille prendre une marche dans le quartier, voir combien de maisons étaient décorées, où on pouvait aller, où on va aller samedi. Là. Donc, ouais, tout est prêt. Nous, chez nous, on est très préparés. Puis je pense que tout le monde a hâte, comme tout le monde à l'école qui nous écoute. Hey, génial, mais super. Mais on est tous d'accord, hein, ça va être malheureusement une Halloween quelque peu différente cette année, mais c'est pas grave, on doit être prudent. Faisons en sorte qu'on minimise le risque, mais c'est important, je pense, pour nos jeunes, pour vous, nos amis qui nous écoutent, d'avoir du plaisir malgré tout dans une année un peu plus difficile. Alors, merci Guillaume, on te revient dans quelques instants. Notre dernière athlète, et non la moindre, est une grande athlète en rugby en fauteuil roulant. Son nom, c'est Mélanie Labelle. Salut Mélanie, comment ça va? Salut! Je vous ai amené ma petite citrouille. Yes! T'es dans mes films! Joyeux Halloween tout le monde! Ben oui, dans la thématique. Alors, Mel, c'est ça, parle-nous un petit peu de qu'est-ce que tu fais comme sport, explique-nous même un peu, rugby en fauteuil roulant, c'est un petit peu moins traditionnel pour une femme. Parle-nous-en, moi ça m'intéresse, puis je suis certain que nos amis qui nous écoutent également. Ben oui, j'aime ça, l'introduction de grande athlète, parce que assis ici, devant la petite caméra, vous voyez pas, mais moi, je suis en fauteuil roulant. Puis là, vous allez voir mes mains bouger puis tout ça. Puis la particularité du rugby en fauteuil roulant, c'est que ça rassemble des gens qui ont des différentes habiletés, dont
si on veut, un handicap à au moins 3 membres de leur corps. Donc, moi, j'ai les mains paralysées, puis je suis paralysée à partir de la poitrine jusqu'aux pieds. Donc, j'ai pas des bras complets, j'ai pas mes mains. Puis, justement, le rugby permet de m'inclure dans un sport où les gens ont différentes habiletés. Puis, peu importe mes forces ou mes faiblesses, ils sont accommodés dans le sport. Donc, c'est ce que je trouve intéressant. Contrairement aux 3 autres athlètes qui ont été présentés aujourd'hui, je suis comme un petit peu plus, la plus nouvelle, si on veut. Là. Moi, je n'ai pas participé aux Jeux olympiques encore. Je m'entraîne avec l'équipe canadienne. Puis mon équipe s'est qualifiée pour les Jeux de Tokyo juste avant le confinement, donc en mars 2020. Voilà, on est encore en train de construire la famille. Puis j'aime vraiment l'expérience à date. Fantastique. Bravo, Mélanie. On espère te voir à Tokyo, bien sûr. On va te revenir encore une fois dans quelques instants. On remercie d'emblée chacun des athlètes qui sont présents aujourd'hui avec nous. Avant de poursuivre la discussion, avez-vous envie de bouger un petit peu avant qu'on réponde à vos questions? On va faire un court exercice rapide pour faire bouger. On est déjà, pour ceux qui habitent dans l'est du pays, on est déjà en milieu d'après-midi. J'aimerais demander à Kim de nous diriger un petit exercice pour nous faire bouger. À toi, Kim. Bon, je vais essayer de vous faire bouger un peu, là, mais assis parce que je ne veux pas me lever puis éclater mes écouteurs. Donc, on va commencer avec des petits stretches, des petits étirements. On va bouger la tête comme ça. Surtout si vous avez été devant votre écran, ça aide un peu. On va bouger rouler les épaules. Moi, j'aime bouger un peu, là. Vers l'arrière. Cool. Vers l'avant. OK. Juste, on se relâche un peu. On monte les épaules. On redescend. On monte les épaules. On redescend. Bon, je vais essayer un nouvel, pas un nouvel exercice, mais on va rouler sur notre ventre puis taper notre tête. Ah. Je suis capable? Moi, je suis pas vraiment capable. C'est difficile, non, je suis capable. Je suis capable, non, je suis capable. Je sais pas si vous voyez. Essayez de le voir. Pas pire. Mais je pense que si je change de main, ça marche plus. Là. Ouais, c'est ça. Moi, si c'est ma main droite en haut, je suis capable. Mais si c'est comme ça marche pas. Ça marche plus, c'est ça. Alors, je tape sur mon ventre. OK. Je sais pas si vous avez déjà vu, tu sais, les genres de... des trucs qui sont comme devant les cars, des autos, là. Tu sais, les trucs qui font comme ça, là. Et là, qui se plient, puis ils ont du vent dedans, là. Oui, les bonhommes gonflables. Là. C'est ça, les bonhommes gonflables. Fait qu'on peut se bouger comme ça, en avant, en arrière. Et même Sandra Sassine, une amie du mouvement olympique. Salut Sandra! Olympienne en escrime, fait dire que ça fait du bien bouger. Merci Kim, bravo, c'est raison Sandra. Juste de même, on pousse à gauche, à droite. Bon, c'est assez. Super, bon, ça fait du bien. Kim. Je me sens plus réveillé. Je pense que je vais être capable de passer au travers de cette belle journée-là. Alors aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur comment on peut travailler ensemble pour réaliser quelque chose ou travailler vers un objectif commun. Hein? C'est important le travail d'équipe. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on a souvent besoin de dirigeants ou de modèles dans nos communautés et pour nous montrer à quel point le travail d'équipe peut nous aider à réaliser nos objectifs. Alors comment voyez-vous l'influence que les gens autour de vous peuvent avoir sur, disons, une matière quelconque, soit à l'école ou un objectif précis qu'on adhère potentiellement dans le sport ou dans les arts ou dans des intérêts qu'on peut avoir. Alors, dans le sport, on pense souvent à ces sujets-là, hein, vous le savez, même si, par exemple, moi, en natation, parce que je pratiquais la natation quand j'étais athlète, c'est un sport individuel, mais il y avait des dizaines d'intervenants, des dizaines de gens qui m'aidaient dans mon quotidien à réaliser mes objectifs et mes rêves. Alors, même si tu es toute seule là, derrière le bloc aux Jeux paralympiques, mais c'est important d'avoir une grande équipe. Donc, le travail d'équipe est important. Alors, faire partie d'une équipe aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques pour le Canada, c'est une priorité. Alors, comment on fait pour réaliser nos rêves? Alors, j'aimerais en discuter avec Mélanie et j'aimerais t'entendre. Comment toi, Mélanie,
tu pratiques le travail d'équipe dans ta carrière comme athlète, mais également dans les derniers temps, c'est cet automne avec notre nouvelle réalité. Alors, peux-tu partager avec nous des différents trucs, des différentes méthodes que les étudiants, par exemple, ou les enfants peuvent utiliser à la maison? Ben oui, en fait, s'il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est toujours gagnant à rendre les gens meilleurs. Puis ça, c'est la base du travail d'équipe. Donc, tu l'as dit, là, tu l'as très bien dit, on travaille ensemble vers un objectif commun, puis les gens ne seront pas toujours au même niveau, puis il y a toujours des gens qui vont nous soulever, puis qui vont amplifier nos capacités et nos qualités, dans le fond. Donc, on est toujours gagnant à rendre les gens meilleurs, à aider, puis à collaborer. C'est comme ça qu'on est capable d'accomplir de grandes choses. Puis on l'a vu cet automne, puis depuis le mois de mars, en fait, en travaillant ensemble, tout le monde changeant toutes nos habitudes de vie, en portant des masques, en se lavant les mains, on a été capable cette année de faire la rentrée scolaire en automne. On est capable de voir qu'on peut changer nos habitudes. Puis ça, c'est tout, en fait, notre communauté, notre ville, notre province, c'est une équipe, en fait. On travaille ensemble pour que le système scolaire fonctionne, pour que le système de la santé fonctionne. Donc, c'est pas seulement dans les sports, c'est vraiment partout dans la vie. Moi, c'est certain que pour l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant, oui, c'est une équipe, puis on a un modèle, on crée une symbiose, on crée une famille, puis on a nos trucs là-dedans. Mais comme tu l'as dit, les sports individuels aussi bénéficient du travail d'équipe. Donc, si toi, les gens avec qui tu nageais en natation étaient très bons et te poussaient à devenir toi-même meilleur, cette équipe-là de challenge, de défi, te rendait toi-même meilleur aussi, puis tu pouvais rendre tes coéquipiers meilleurs. Donc, je pense que c'est la chose qu'il faut retenir, c'est qu'on accomplit de grandes choses en aidant les autres, puis en se soulevant ensemble. Oui, mais c'est vraiment bien dit, Mélanie. Merci pour ces bons mots-là. Puis tu sais, c'est drôle, là, mais imaginez là, les amis, là, les athlètes, là, c'est exactement dans la même situation auquel ils font face en ce moment. Tu sais, ça prend leur équipe qui les soutient pour les aider à se rendre jusqu'à Tokyo. Parce que, tu sais, on vit les Jeux de Tokyo, là, vous le savez, hein, c'était supposé avoir lieu il y a 2 mois pour les Jeux olympiques, puis 1 mois pour les Jeux paralympiques. Alors, il faut que l'équipe, que ce soit le comité paralympique, le comité olympique, les différents intervenants, leur entraîneur qui va les aider en équipe à se rendre jusqu'aux Jeux de Tokyo. Alors, c'est important le travail d'équipe parce que tout seul, on peut pas y arriver. Alors, j'aimerais aussi échanger avec Guillaume, notre athlète en para-athlétisme. Guillaume, on parle souvent de communauté. Et toi, l'appui de ta communauté, qu'est-ce que ça l'a eu comme impact? Il y a un dicton qui existe que ça prend un village pour créer un enfant. Mais là, disons que ça prend un village pour créer un athlète. It takes a village to create a champion. So, peux-tu nous parler un petit peu de la contribution de ta communauté et quel impact que ça a eu sur toi? Ben, en fait, oui, la communauté, c'est quelque chose. Il y a plusieurs types de communautés. Dans mon cas, présentement, la communauté la plus proche de moi, c'est celle à Victoriaville, puisque c'est ici que j'habite depuis 10 ans, comme je le disais tout à l'heure. Que c'est des partenaires ici qui m'aident à réaliser mon rêve dans le fond, de gagner une médaille aux Jeux paralympiques. Juste avant ma première participation aux Jeux de Rio, il y a des gens ici qui ont organisé une course pour ramasser des sous pour moi, pour pouvoir m'assurer que je manque de rien dans ma préparation pour les Jeux paralympiques de Rio. Puis justement, il y a plein de gens de partout. Oui, il y a des gens de Victoriaville, mais aussi j'ai une autre communauté de gens à Québec, justement ma famille, qui m'ont beaucoup aidé, qui ont beaucoup donné, qui ont participé à cet événement-là. Justement, je reviens à Victoriaville. Il y a plusieurs entreprises ici qui m'aident, qui me fournissent soit des services ou sinon même de l'argent pour pouvoir, je dirais, payer pour toutes ces dépenses-là. Puis, je dirais, tous ces gens-là qui sont derrière nous. On parlait tout à l'heure des équipes. C'est des fois, communauté, équipe, ça vient pratiquement ensemble. Je dirais, le lien est assez fort. Souvent, ça vient. Moi, je les perçois plus comme ma grande équipe élargie, des gens qui sont avec moi, puis qui je sais que quand j'arrive le jour sur la ligne de départ de la course la plus importante de ma vie, ben je sais qu'il y a tous ces gens-là en arrière de moi qui me soutiennent, puis qui sont là pour
pour juste m'encourager, peu importe que ça aille bien ou que ça aille mal, ils vont être là pour moi. Puis, tu sais, je pense que quand on sent qu'on fait partie d'une communauté, un peu d'une famille, ben, ça nous encourage justement à poursuivre dans les moments difficiles ou juste d'être encore plus content dans les moments qui sont faciles ou qui sont heureux. Hey, c'est bien dit, hein? Donc, la communauté, là, c'est comme une famille, une très grande famille, puis il y en a plusieurs. C'est bien dit. Merci, Guillaume, de partager ça avec nous. Puis je pense que tu as effectivement raison. Ta belle ville de Victoriaville, là, tu sais, c'est une magnifique communauté et tu en fais partie. Alors, merci de partager ça. Puis je suis certain que nos amis qui nous écoutent dans les différentes communautés partout au Canada ont également ce sentiment-là de la force de la communauté. Alors, merci. Alors, Vincent, qui est notre skieur acrobatique, tu as animé une activité au cours des derniers mois qui est axée sur l'héritage. Un leg, par exemple, redonner ou ce qui est important de créer, quand on dit un héritage sportif, là, c'est un petit peu ça qui est intéressant. Puis comment, toi, tu perçois l'héritage dans ton sport ou dans le sport en général? Puis quel rôle l'héritage dans ta vie, ça a eu lieu dans ta vie, l'impact à l'extérieur du sport, ton héritage sportif du moins? C'est un sujet qui est très intéressant, puis d'avoir porté la réflexion justement sur ce sujet-là m'a fait un peu réaliser que l'impact que l'héritage du sport avait eu sur ma vie et que ce que j'avais un peu redonné aussi. C'est quelque chose qu'on se rend compte des fois un petit peu plus après notre carrière ou des fois quand on est dedans, on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. Mais pour moi, d'avoir participé aux Jeux olympiques à Vancouver, j'ai réalisé un petit peu juste que d'avoir des grands jeux dans son pays, l'impact que ça pouvait avoir sur la communauté puis sur le pays en entier, puis sur les programmes que ça a développé, l'influence que ça a eu sur les jeunes qui ont été motivés à pousser et à performer dans le sport pour un jour atteindre ce rêve-là. Puis, tu sais, même à plus basse échelle, je me revoyais encore au primaire quand j'étais en 6e année, puis qu'on avait gagné avec mon équipe de cross-country la première bannière de notre école ici à Québec. Puis ça a été comme un peu un héritage, mon premier héritage sportif que je laissais derrière moi, un peu cette première bannière-là qui a influencé puis qui a stimulé d'autres jeunes derrière moi à dire un jour, hey, nous autres aussi, on a envie de réaliser des grandes choses. Puis dernièrement, je suis retourné à mon école, puis là, il y avait des dizaines de bannières, fait qu'il y avait eu une succession qui s'était faite. Puis, fait que ça, c'est un peu l'héritage que l'athlète peut laisser, que des grands jeux peuvent laisser. Mais le sport laisse un héritage aussi sur nous. Maintenant, 10 ans après que j'ai arrêté de faire mon sport, je remarque que dans mon quotidien, tout ce que j'ai appris, la persévérance, le travail d'équipe, d'être capable de me relever après des échecs, toutes ces choses-là, la discipline que le sport m'a permis d'atteindre, ben, c'est des choses que j'utilise dans mon quotidien maintenant, dans mon travail et dans ma vie de tous les jours. Donc, un peu vice-versa, l'athlète laisse des héritages aux gens qui le suivent et le sport laisse des empreintes chez l'athlète pour le restant de sa vie après. Donc, l'héritage, je trouve que c'est un beau phénomène dans le milieu sportif qui fait que ça se passe de génération puis que ça forme, je pense, des belles personnes dans notre société aussi. Wow, c'est super. Puis ça me fait penser également, Vincent, puis nos 3 autres athlètes qui sont avec nous aujourd'hui. Merci de partager votre héritage sportif avec les jeunes aujourd'hui. C'est ça qui va influencer nos communautés pour créer nos leaders de demain. Et c'est la raison pourquoi moi, personnellement, je suis tellement heureux d'avoir la chance d'échanger de façon virtuelle avec nos jeunes dans les différents programmes au Canada. Et on vous remercie d'être là en si grand nombre encore une fois. Alors, on va aller voir Kim, on va changer un petit peu de sujet. Et Kim, tu as vécu des défis intéressants au courant de ta carrière. Tu comprends à quel point le rôle d'un leader, on parle de leader dans nos communautés ou au sein d'une équipe, ça a une grande importance. Tu peux-tu nous parler un petit peu, c'est quoi ça représente pour toi être un leader ou un modèle dans la communauté? Moi, personnellement, quand j'ai grandi, j'ai pas eu nécessairement un leader qui m'a
qui m'a été présentée. C'est sûr que de ma manière humble, c'est sûr que j'aimerais ça aider et être une leader pour d'autres gens de ma communauté aussi, pour les jeunes athlètes des milieux défavorisés aussi, parce que moi, j'ai été élevée dans un milieu un peu plus défavorisé aussi. Et j'aimerais vraiment être un exemple. Donc, être un leader, c'est un peu comme être un exemple. Puis, d'encourager aussi. Un leader, c'est pas nécessairement juste « OK, moi, je fais ça, suivez-moi ». C'est de pouvoir aussi communiquer, demander à tes coéquipiers qu'est-ce qui se passe et puis d'avoir des conseils de tes coéquipiers de comment que tu fonctionnes. C'est d'être capable de revenir après une adversité, de garder la tête haute après plusieurs échecs. Moi, je suis pas officiellement une Olympienne. Je me suis qualifiée pour 2016, mais je me suis blessée quelques jours avant. Donc, c'est sûr que j'aurais pu décider de juste arrêter tout. Mais j'ai continué pareil parce que je sais que j'ai le potentiel. Puis, de pas me laisser abattre par certaines choses non plus. Ouais, c'est bien dit, Kim. Puis regarde, ça, c'est la persévérance, hein, on l'apprend dans l'école, on l'apprend dans notre quotidien. Mais Kim, c'est le parfait exemple. Imaginez, là, elle est qualifiée, elle s'en va aux Jeux olympiques de Rio et en l'espace d'un instant, une blessure arrive et malheureusement, le rêve tombe. Mais aujourd'hui, elle s'est pas découragée, là. Elle est encore là, Kim, elle s'entraîne à tous les jours. Puis en plus, il y a l'échec de 2020, les Jeux ont été repoussés. Elle est encore là, elle persévère. Ça, c'est un beau signe d'un leader dans notre communauté et Kim en est une. Et on te remercie encore une fois, Kim, d'être là pour nos jeunes. Alors, on a une question qui vient d'une professeure qui nous écoute certainement. On va aller répondre à sa question. La dame s'appelle Megan McDonald. Bonjour Megan, de l'école. Hello everyone. Allô tout le monde. Oh, c'est une photo d'école. Voilà, je pensais que vous étiez là en direct, mais bonjour tout le monde. C'est l'école de C.R. Gumao de Public School en Ontario. Alors, la question, c'est pour Guillaume et Mélanie. Alors, vous pouvez répondre à la tour de rôle. Selon vous, quelle est votre plus grande réussite et quel est le plus grand défi que vous ayez relevé? Alors, allons-y avec Mélanie. Moi, dans le fond, ça a été ma grande transformation. Dans le fond, de passer de personnes qui étaient très normales, avec les jambes, les sports, tout régulier, à subitement changer de vie complètement. Ça a été mon plus grand défi. Puis, par conséquent, j'ai vécu aussi ma plus grande réussite, qui était quand j'étais à l'hôpital, pendant que j'étais en réadaptation. Dans le fond, de voir toutes les communautés auxquelles j'ai participé au cours de ma vie, que ce soit peu importe le sport dans lequel j'ai participé, la ville dans laquelle j'ai habité, l'école, n'importe quoi, de voir tous les gens qui étaient derrière moi pour me supporter là-dedans. Ça a été, pour moi, ma plus grande réussite, c'est de voir que j'ai touché assez de gens pour qu'ils puissent me redonner ça en retour, cette énergie-là, que je puisse passer à travers cet obstacle-là. C'est un très, très beau défi relevé. Je pense que c'est, même à la limite, c'est plus grand que le sport. Hein? C'est la vie. Voilà, bravo Mélanie. Alors, on t'a dit bravo. Puis, regarde, encore une fois, tu t'arrêtes pas là. Tu poursuis d'autres rêves par le sport. Maintenant, Guillaume, si tu es capable de répondre à la question similaire, alors, c'est quoi ta plus grande réussite ou le plus grand défi que tu as eu à relever? Je dirais dans tes plus grandes réussites, ça va un peu à... c'est souvent lié un peu. Pour moi, ça a été beaucoup avec le sport. En fait, comme j'en ai parlé plus tôt, j'ai participé à mes premiers Jeux à Rio. J'étais quand même un des favoris pour remporter une médaille. Puis ça a pas fonctionné. J'ai terminé 4e. J'étais vraiment déçu un peu de ma course qui s'est passée au jeu. Mais par contre, je suis relevé tout de suite après. J'ai commencé à m'entraîner encore plus fort, à me questionner sur ce que je peux faire de plus pour devenir meilleur. Puis l'année suivante, au championnat du monde, j'ai remporté une médaille de bronze qui m'a comme un peu, ça m'a remotivé, ça m'a donné encore beaucoup d'espoir sur, quand on travaille fort, il peut y avoir des belles choses qui se produisent. C'est tout le temps, je dirais, un processus qui est
qui continue. C'est pas comme une fois. Ça arrive toujours là, parce que l'année suivante, je suis blessé. J'ai eu la plus grosse blessure de ma carrière probablement. Puis ça m'a pris pratiquement un an et demi à m'en remettre. Puis là, je suis encore en train de me remettre un peu de cette blessure-là, mais je dirais c'est des défis un peu que le sport nous envoie. Puis c'est ça, le sport, c'est jamais fini. Ça continue toujours. Puis je pense que c'est ça un peu la beauté du sport aussi, là. Magnifique. Ouais, c'est bien dit, Guillaume, mais encore une fois, hein, tous les défis auxquels tu as fait face. Rio, si près du podium aux mondiaux, mais tu es encore là. On va aller chercher la médaille paralympique. On est sur le bon chemin. Alors, merci à vous deux d'avoir partagé vos réponses. On a une autre question qui vient de l'école Georges Vanier. On voit une belle photo de l'école Georges Vanier et c'est professeur Erika. Alors, professeur Erika vous pose la question. On va aller cette fois-ci à Kim et Vincent. Que ressentez-vous lorsque vous êtes aux Jeux olympiques et rencontrez-vous des difficultés lors des compétitions? On va débuter avec Kim. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Mais bon, t'étais pas là à Rio, mais disons peut-être les championnats du monde ou qu'est-ce que tu penses que tu vas ressentir ou quand tu as des difficultés en compétition, par exemple, quand tu as vécu ta blessure à Rio, qu'est-ce que tu as ressenti? C'est sûr que quand j'ai reçu la nouvelle que j'y allais justement pas aux Olympiques, j'étais complètement détruite. Ça faisait 4 ans que je travaillais pour ça. Puis c'est sûr que j'ai pleuré beaucoup. Je me suis un peu refermée sur moi-même, mais je me suis posé des questions après. Est-ce que je veux continuer? La réponse était oui. En compétition, parce que j'ai fait plusieurs championnats du monde, en compétition, lorsque j'arrive avec des difficultés comme une que je me rappelle, c'est que j'avais de la difficulté à manger à un moment donné, puis j'étais pas complètement malade, mais j'avais de la difficulté à manger. Puis j'ai juste trouvé une façon de manger des liquides, admettons, puis pour pouvoir justement compétitionner, parce que sans énergie, sans manger, ça donne pas beaucoup d'énergie. Donc, il faut vraiment s'adapter, trouver des manières de s'adapter, surtout comme on a toujours des imprévus, surtout en compétition, surtout dans des environnements comme qui sont ailleurs que chez toi ou ailleurs que l'Amérique à laquelle on est habitué. Donc, il faut vraiment que tu t'habitues, l'adaptation, puis vraiment pas perdre le focus sur la mission, la compétition. En fait. Effectivement, oui. C'est des étapes que l'athlète doit passer au travers et tu es un bel exemple de réussite, Kim, bravo. Et toi, Vincent, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais à Vancouver, passer si près d'un podium et qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres des difficultés dans la compétition? Qu'est-ce que tu faisais? Ben pour moi, les Olympiques, c'était deux émotions un peu différentes, deux ressentis. Premièrement, il y avait le sentiment de fierté, un peu d'accomplissement. Comme plusieurs athlètes, c'est souvent un rêve, beaucoup d'efforts, c'est des cycles de 4 ans, fait qu'on travaille très fort pour se rendre jusque-là. Fait que, il y avait cette fierté-là. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de stress, de pression. Mon sport, ça a une descente, c'est entre 20 et 25 secondes. On a une descente de qualification, une descente de finale. Fait qu'on compétitionne même pas 1 minute pour 4 ans d'entraînement. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de pression d'être capable de performer à son meilleur dans ce 30 secondes-là, 30 secondes à 1 minute-là dans la journée. Fait que, c'est ça, du stress, de la pression, il y en avait beaucoup. Puis pour répondre à la deuxième partie de la question, avez-vous rencontré des difficultés lors des compétitions? Toujours. Je pense que c'est un peu la beauté du sport et de la compétition. C'est tout le temps un peu un défi de trouver la solution qui va faire que tu vas être le meilleur à la fin de la journée. Puis pour moi, plus c'était difficile et mieux je réussissais dans des conditions difficiles, plus j'avais un sentiment de fierté, d'accomplissement élevé à la fin de la journée. Puis pour moi, ça n'a pas toujours été mes plus beaux souvenirs. C'est pas seulement les médailles que j'ai gagnées, mais souvent justement les difficultés que j'ai été capable de surmonter. Puis il y a eu des 8e positions que j'ai trouvées beaucoup plus satisfaisantes que des 2e positions dans ma carrière
parce que ça avait été des journées difficiles, puis j'avais été capable quand même de donner le meilleur de moi-même. Oui, c'est bien dit. Hein? C'est pas nécessairement toujours le podium qui nous rend extrêmement heureux, mais c'est la façon dont il s'y rend. Bravo, Vincent. Alors, merci à vous deux, Kim et Vincent. Merci à nos deux professeurs, nos deux écoles qui ont posé des questions. Puis avant de regarder quelque chose de bien amusant qu'ont préparé Guillaume et Mélanie, on va prendre une petite pause énergie animée par Vincent. On va de retour avec Vincent. Alors, est-ce que tu veux nous faire bouger un petit peu, Vincent, avant qu'on termine notre clavardage aujourd'hui? On va essayer un peu. Kim a envoyé à peu près la moitié de ma routine. Donc, désolé. Il va falloir que j'ajuste un peu mes choses. Mais moi, je vais essayer de me lever. Je vais enlever mes écouteurs. Je ne sais pas si vous m'entendez bien quand même. Oui. Oui? Oui. Excellent. Fait que moi, je vais vous demander de vous lever. Les autres athlètes, je vous épargne si vous voulez rester assis. On va se lever un peu. Ça fait longtemps qu'on est assis. On essaie de se lever un peu. On s'étire bien. Ouais. Après ça, on va aller toucher nos orteils. Excellent. Une dernière fois par en haut. Ouais, c'est bon. Après ça, on va faire un mouvement là, que j'ai fait souvent dans mes entraînements. Un mouvement de flexion qu'on appelle le squat. On va le faire avec deux jambes. On tient ça un peu. On se relève. On s'assied, on tient un peu. On se relève. Il y en a-tu qui sont assez bons pour essayer de le faire sur une jambe? On descend. On se relève sur une jambe. Et ouais, on essaie avec l'autre jambe. Wow, t'es vraiment bon. Excellent. Tu vois vraiment que tu as des habiletés, Vincent, de ski, là. Et voilà, les exercices de skieur. Ça va. Lâchez pas. Hey, ça a été super bon. Dernière petite chose un petit peu. On va juste étirer un peu notre visage. On va ouvrir la bouche grande. Nos yeux. Nos narines. On a-tu qui sont capables de faire bouger leurs oreilles? Ah oui, je suis capable un peu. Moi, je suis pas capable. Ça fait mal un peu. Excellent. Hey, merci tout le monde. J'espère que ça vous a fait du bien de vous dégourdir un petit peu. Alors, on est prêt pour bien finir tout ça. Bien, merci Vincent, c'est bien apprécié. Alors, on parlait d'héritage, hein, c'est un thème important de notre programme cet automne. On désire avoir quelques athlètes nous montrer des objets dans leur corps de notre capsule historique. Ils ont préparé quelques objets qui représentent l'héritage de leur carrière. Alors, j'aimerais demander à Mélanie de nous partager un petit peu ces objets-là avec nous. Oh. Salut. En fait, moi, ce que je trouve drôle, c'est quand vous m'avez posé la question, j'ai été obligée de demander à mon copain d'aller chercher une boîte qui était très, très, très loin dans le fond d'un garde-robe. Puis là, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Puis, la première chose que j'ai vue, c'était une tranche single de craft. Mais je me suis comme posé la question dans mon frigidaire, tu sais, mon Dieu, c'est intemporel, cette affaire-là. Ça peut durer des années. Mais ce qu'il y a dans ma boîte, c'est quand j'étais au primaire, quand je vous parlais tantôt de combien de personnes qui étaient derrière moi puis tout ça avec mon accident, j'ai beaucoup de choses que je trouve qui traversent le temps très bien. Puis c'est toujours des choses qui sont signées par énormément de gens. Donc, ma classe de 6e année, on s'était toutes procurer ce petit foulard-là, puis tout le monde les a signés, puis je l'ai encore. Ça doit faire, je sais pas, plus qu'à 20 ans que j'ai ça. J'ai un iPod ou un pod, je sais pas trop quelle version c'est, puis avec la musique qui est prise de, ça doit être 2008. Donc, c'est comme quand je réentends cette musique-là, ça me ramène dans cet événement-là. Fait que pour moi, c'est comme des trucs qui sont le fun, dans une boîte, dans une bulle, parce que c'est figé dans le temps. Puis après ça, vous voyez, pendant mon accident, il y a encore toutes mes communautés qui m'ont signé des têtes d'oreiller. Puis j'avais à peu près 6 têtes d'oreiller dans mon lit, signées par tous les gens de différentes communautés que j'avais. Puis là, on les a lavés, fait que c'est un peu noir. Mais tous mes trucs sont signés comme ça. Puis je rapporte, je cache dans les boîtes, dans mes garde-robes. Puis plein de gens, plein de monde, plein de communautés. J'ai même un ballon signé par une équipe de basketball féminin dans le temps, quand j'étais au secondaire. Donc, puis je l'ai encore. Ça fait, mon Dieu, des années que j'ai ça. Il est super beau.
Puis il est avec moi dans mon gym quand je m'entraîne. Je m'assois sur ces expériences-là pour bâtir. Puis j'ai même une petite caméra que j'ai jamais fait développer. C'est caché. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est dans ma boîte intemporelle. Wow, c'est très cool. C'est très cool. Merci, Mélanie, de partager avec nous. Moi, je pense que ça va valoir la peine de développer ces photos-là, un de ces quatre, parce que tu vas peut-être trouver des petits trésors. Et Kim qui nous dit que c'est un iPod Nano, Mélanie. Ah, merci. Voilà, c'est un bon point à mentionner. On a aussi Guillaume. Merci encore une fois, Mélanie. Mais on a Guillaume t'as-tu des choses à nous montrer qui répond à notre héritage? Oui, ben j'ai deux petits trucs que j'ai préparés. Puis tu sais, dans un des deux cas, entre autres, je pense que les boîtes de souliers servent vraiment à garder des vieilles choses. Là. Moi aussi, c'était dans une vieille boîte de souliers. En fait, j'ai gardé, c'est comme vraiment des souvenirs. Je sais pas si justement Kim aussi fait la même chose, mais j'ai gardé toutes mes dossards de pratiquement toutes les courses que j'ai fait depuis le début que je cours. Là, il y en a quand même pas mal, un beau tas. Là. Il y a un projet à faire avec ça. Comme là, les plus récents, celui-là, c'est au dernier championnat du monde à Dubaï. Il y en a au jeu, il y en a à d'autres championnats du monde. Il y en a vraiment des courses comme celle-là. C'est une course que j'ai faite à Québec, je pense, en 2008. Puis j'ai tout le temps le petit récit en arrière des courses, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait comme course, comment j'ai aimé. Des fois, c'est des récits qui sont positifs, des fois négatifs, il y a un petit peu de tout. Puis l'autre chose que j'amènerais, ce serait, je dirais, une vieille paire de souliers que j'ai trouvé puis que j'ai gardé. Tu sais, on le voit, là, il y a comme, tu sais, il y a plein de trous ici. Tu sais, percé est vraiment usé. Puis je trouvais que ça représentait bien un peu tout le travail qu'on doit faire pour réaliser des grosses performances. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Puis même chose avec mes dossards, on dirait ça. Quand on arrive à une course importante, j'essaie de me rappeler, OK, ben parfait, j'ai fait tout ce travail-là, puis ça compte. Je suis préparé pour livrer une grosse performance. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de me rappeler. Puis, je dirais c'est des souvenirs qui vont rester tout le temps aussi. Là, la préparation avant les courses, c'est vraiment important. Puis ça se bâtit des années et des années avant de la performance que tout le monde peut voir en bout de ligne. Là. Ouais, mais vraiment, c'est des beaux souvenirs, Guillaume. Merci d'avoir partagé. Moi aussi, je l'ai. Ah, un beau. Ah oui, cool. J'en ai un qui ressemble à ça d'ailleurs. C'est bon. Hey, mais j'avais juste avant de terminer, il y a Sandra Sassine qui nous pose une question à Vincent. Quel a été ton plus beau moment en tant que mentor à Pyeongchang? Voilà, vas-y, Vincent. Puis après ça, j'aurais peut-être une question juste avant de terminer de plus d'ordre général. Allez, vas-y, Vincent. Ben, rapidement, le rôle de mentor pour moi à Pyeongchang, ça a été une super belle expérience. Ça m'a permis de vivre les Olympiques un peu différemment, avec l'envers de la médaille, fait que d'apprécier le moment sans voir le stress qui venait avec, fait que de voir un peu comprendre d'une vue extérieure l'état d'esprit des athlètes. Et aussi, le contexte de Pyeongchang faisait que mon frère Philippe, qui compétitionnait en ski acrobatique, était là, puis ça nous a permis de partager des moments en finale, des moments familiales très intenses, parce que mon frère s'était blessé quelques semaines avant les Olympiques, puis il a fini par participer, puis il avait été capable de faire une belle performance, là, fait que familialement, ça avait été très émotif pour nous, là, ces journées-là à Pyeongchang. Très cool. Alors voilà la question de plus d'ordre général. Si on pouvait donner un encouragement aux gens à la maison avec l'année qui est un petit peu plus difficile dans laquelle on vit, vous n'êtes pas obligé de tous répondre, mais si un d'entre vous a une idée pour encourager nos amis qui sont à l'école, qui peuvent pas nécessairement voir leurs amis aussi facilement qu'on souhaiterait le faire, ça serait quoi un petit mot qu'on pourrait leur offrir? Je dirais, dans mon cas, là, c'est un peu de se trouver une passion qui nous fait évader un peu de tout ça, qui nous font penser à complètement autre chose. Dans mon cas de ce temps-ci, c'est la saison de la NFL. Je suis mon pool de la NFL. C'est comme c'est ça qui me fait évader les dimanches. Je pense un peu à tout sauf la situation actuelle. Je pense à mon entraînement, la passion, la course, c'est quand même ma passion. Donc c'est un peu ça, c'est de se trouver quelque chose qu'on aime puis de focusser là-dessus. Là.
Ouais, je pense que c'était bien dit, Guillaume. Y a-t-il quelqu'un, Mélanie, Kim ou Vincent, avez-vous quelque chose, un autre point à ajouter pour encourager nos amis? Ouais, je pourrais rajouter. Moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé FaceTime et envoyer des textes ou des voice notes, des vidéos à mes amis, puis on s'écrivait comme ça, surtout pendant la période de confinement intense, là, à partir de mars. C'est vraiment pas mon style en général de FaceTime et tout ça, mais j'ai pris vraiment le temps de faire ça, puis ça change vraiment, ça fait vraiment une différence, surtout que j'ai été isolée pas mal toute seule pendant les mois qui étaient là, donc ça a été vraiment un outil qu'on a tous presque, vidéo, chat et tout ça, là. Puis des casse-têtes. Ouais, c'est pas des casse-têtes. Et là, maintenant, des casse-têtes virtuelles. Ouais, je pense que rire, c'est bien. Si tu es capable de faire rire quelqu'un dans ta journée ou de faire sourire quelqu'un, fais-le. Parce que ça fait du bien, puis ça change le moral, ça fait regarder ailleurs, puis ça fait oublier. C'est si simple, hein, mais c'est bien dit. Merci, Mélanie. Alors voilà, c'est une belle discussion qu'on a eue aujourd'hui. Je vous en remercie. Ça a été vraiment agréable. Merci bien sûr à Kim, à Mélanie, à Vincent, à Guillaume, mais aussi un gros merci à vous tous, nos champions qui ont été présents. On espère que vous avez profité de cette expérience et que vous avez appris des belles leçons sur le leadership, le travail d'équipe et comment, comme influenceur, on peut essayer d'aider nos communautés, comment on désire laisser notre trace également. On sait tous que ça va être dans moins d'un an, les Jeux de Tokyo, olympiques et paralympiques. On se croise les doigts que tout aille bien et que nos athlètes nous représentent si bien et qui nous font rêver à l'été 2021. J'espère que vous avez aussi été emballés d'être avec nous. On a également d'autres séances de clavardage d'Équipe Canada qui sont prévues au courant de l'année. C'est super simple pour nous suivre. Ça va être c'est hashtag en route vers Tokyo. Alors, assurez-vous de vous inscrire sur le même site que vous avez fait à clavardage.olympique.ca pour partager ce parcours avec nous. Restez aussi à l'écoute pour les autres séances qui vont avoir lieu au courant de l'hiver pour le clavardage 2021. Entre-temps, on vous encourage à jeter un coup d'œil sur les magnifiques plans d'activités à l'automne qui vont avoir lieu d'ici jusqu'à Noël si vous l'avez pas encore fait. Je vous dis bye bye. On vous remercie d'avoir été des nôtres. Joyeuse Halloween. Soyez prudents et profitez bien du temps avec vos proches. Merci à vous tous. À la prochaine. Merci. Bye, merci tout le monde.